Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 59e numéro de l'ESC Made in France. Heureux de vous retrouver, c'est Frédéric, votre animateur. Et autour de moi aujourd'hui, j'ai Adil. Bonjour Adil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir à tous. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et donc c'est parti, sans plus tarder, on commence à traiter les nouvelles infos pour cette nouvelle année. Et il y en a beaucoup. Oui, bonne année à tous d'ailleurs. Oui, c'est le premier numéro. Bonne année. Bonne année. Ouais, bonne année. à tous. Voilà, donc on commence du coup par les résultats du FIC 60 en Albanie. Adil, je te laisse la parole. Eh oui, parce qu'on s'est fête de fin d'année, on n'a pas échappé au traditionnel Festivali Kenges. Ce fut la 60e édition de ce concours de chansons populaire en Albanie. S'inspirant du festival de Sanremo, après 3 longues soirées, je veux dire, le top 4, Rezadas Maya avec E Yemia Douce, Eldis Arnieti avec Refusol qui ont fini 3e. Et le duel opposé avec Alban Ramosai avec Teye et Ronella Ayati avec Secret. Et pour une fois, c'est une chanson up-tempo qui, depuis 2010, casse un peu la zone de confort du pays. Alors, pour être honnête, le début est très bon. Faut que je me dise, c'est sympa pour une jolie balade douce, comme les refrains, mais les drops sont mous du genou, ainsi que les sonorités qui passent moins chez moi. J'espère vraiment un gros reverb pour la rendre efficace, mais en attendant, c'est un 4 sur 10 de ma part. D'un côté, je suis content qu'il change un peu de style là, mais ce qui est déjà sa prix. Mais quelque chose m'ont dit qu'on va avoir avec elle un fanfare à la El Diablo et que la communauté ne commandera pas, voire même ne commandera jamais. Voilà, c'est tout. Alex, que penses-tu de la chanson? Eh bien, écoute, mon cher Fred, cette chanson est plutôt pas mal pour l'Albanie. Ça bouge. Il y a un certain, alors, ça reste dans on va dire, dans la continuité de ce que sait faire l'Albanie au niveau de la catégorie up tempo, je dirais. Mais globalement, c'est pas mal. Bon, ce serait un scandale pour le coup que cette chanson ne se qualifie pas quand on voit qu'ils ont réussi à le faire avec des chansons qui pour moi ne le méritaient pas forcément comme celles qu'ils ont envoyées en 2019 ou celles de cette année d'ailleurs, enfin de l'année dernière du coup. Mais voilà. Oui, la blague du c'était l'année dernière, l'année prochaine, on n'y échappe pas. Mais voilà, donc c'est bonne chance à elle hein, du coup. Et on espère que ce sera un gros succès. Arthur? Je trouve que c'est une chanson qui est un peu overhypée par les fans en ce moment et je pense qu'elle fera pas un si bon résultat que ça à l'Eurovision. Je sais pas si on peut appeler ça une prise de risque, mais en tout cas c'est original de la part de l'Albanie de marcher cette chanson. Même si ouais, non, franchement non, je suis déçu un peu que du coup mon favori Castro Zizou, qui est aussi mon favori l'an dernier, n'est pas pu se hisser dans le top. Mais en tout cas, je vais pas vous cacher, Secret c'était ma dernière place du festival Kanges. Ah ouais. Mais bon, je suis pas non plus déçu qu'elle gagne quoi. Ça se laisse écouter. C'est mieux qu'à Bulgarie, je trouve. Mais bon, voilà, je suis pas un grand client. Gwen? Personnellement, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est ma favorite pour l'instant. Franchement, j'ai regardé le festival Kanges, j'étais un petit peu, au début, j'étais un petit peu inquiet, je me suis dit, j'espère qu'on va pas tomber sur une chanson un peu mauvaise. Bon, après, c'est vrai qu'Alban Ramosai, c'était pas mauvais en soi, mais je me dis que je suis assez heureux que ça soit Ronella qui a été choisi. Ouais. J'ai même hâte de voir aussi la nouvelle version qui sera faite pour l'Eurovision. Pour l'instant, je vois l'Albanie en finale. J'espère vraiment qu'ils vont se qualifier sans problème. On passe à la deuxième information qu'on voulait traiter cette semaine, c'est Monaco et donc la chaîne Monte Carlo Riviera TV qui devrait être lancée en septembre prochain.
Alors, honnêtement, on en avait déjà parlé du coup du fait que Monaco avait prévu de revenir, enfin le gouvernement monégasque avait prévu de revenir au concours en 2023. Et donc c'est beaucoup plus logique, ça paraît beaucoup plus logique maintenant qu'on sait qu'une nouvelle chaîne locale publique va être créée. Parce qu'à ce moment-là, on se demandait si c'était vraiment TMC qui allait reprendre ça, sachant que TMC n'est plus entre guillemets monégasque, puisque comme chacun sait, ça fait partie du groupe TF1. Donc le lancement de la chaîne est prévu pour 2022 et on espère du coup d'ici la fin de l'année, puisque c'est la limite en général le 31 décembre, que la chaîne aura eu sa carte de membre à l'Union européenne de radiodiffusion, ce qui leur permettrait donc effectivement de participer au concours 2023 et pour lequel ils ont déjà prévu un budget de 100 000 euros. Donc à voir, on aura d'autres infos j'imagine au cours de l'année une fois que le concours sera passé. Ce sera d'autant plus intéressant pour eux si la France gagne, puisque du coup ils n'auront pas tant de trajets à faire pour venir. Prochaine info, c'est la sélection maltaise qui du coup est de retour cette année. Après avoir utilisé X Factor l'année dernière et donc la victoire de Destiny pour l'Eurovision, cette fois-ci ils repassent à une sélection classique comme ils en ont eu assez régulièrement pendant longtemps. Et donc c'est Gwen qui nous en parle aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'ils réutilisent un petit peu le même format qu'ils utilisaient comme avant. Il y aura 2 demi-finales qui sont prévues. Alors la première, j'ai une bêtise, pardon. Une demi-finale et une finale. Oui. Autant pour moi, je dis une bêtise. Donc la demi-finale aura lieu le 17 février et la finale le 19 février. Ouais. Parmi les participants qu'on a, il y en a 22 si je ne fais pas d'erreur, il y en a 22. On retrouve déjà d'anciens participants comme Richard Edwards qui avait représenté Malte en 2014 avec le groupe Firelight. Ouais. On retrouve Jessica Muscat qui avait représenté Saint-Marin en 2018 avec la chanson Couillard. Après on retrouve aussi des chanteuses qui ont été de l'Eurovision Junior comme Francesca Stibelas en 2009 pour Nicole Azzopardi en 2010. Ouais. Ensuite, on retrouve aussi des auteurs-compositeurs qui sont assez connus comme Philippe Vella, George James Borg, Peter Brosson, Krista Sansos, Matthew Merciesta, ou Aidan Kassar, Cyprien Kassar, des auteurs-compositeurs maltais. Personnellement, j'ai quand même hâte d'écouter les chansons, surtout celle de Jessica, parce que je sais que d'habitude elle a sorti de très bonnes chansons avec Philippe Vella et Jean James Borg. J'ai hâte quand même d'écouter sa chanson. Ouais. Ah, il me semblait avoir vu des extraits peut-être sur Twitter. Il n'y en a pas qui sont sortis en mode snippet. Alors moi j'ai vu un extrait de Nicole Azzopardi avec Into the Fire. D'accord. C'est juste des passages de quoi, 30 secondes J'ai vu un recap qui compilait tous ces extraits. D'accord. Espérons qu'elles soient disponibles dans leur entièreté avant la date de la compétition pour qu'on puisse en discuter. Adil, du coup, toi, t'en as écouté un peu des extraits, t'as vu des informations? Ouais, je l'ai tout écouté. Alors, Aidan semble bien me hyper. Bon, après, Dailaga, c'était pas ouf. Par contre, j'avais beaucoup aimé Narchep Fig. Hein. Mais attention, cet ensemble n'est pas trop varié à part quelques balades pour pimenter le tout. C'est un problème maltais qui s'est ressenti principalement en 2018 parce que t'entendais la putain de même chose. Mais bon, je hype sur Aidan et voilà. Très bien. Prochaine information, du coup, on passe en Macédoine du Nord. Qui a annoncé qu'elle ferait une sélection inspirée du format que les Tchèques ont utilisé en décembre dernier, donc un format de sélection en ligne. Et Adil va nous donner un peu plus de détails. Eh oui, c'est un peu une révolution pour ce pays des Balkans qui est habitué aux sélections internes depuis 2016, parce que on va pas sentir le Skopje Fest chez eux, c'est vraiment pas ouf, hein. Et le forum Eurovision qui va faire .net se souvient surtout de 2011 et le fameux poulet. Mais bon,
place à la modernité, si je pouvais dire, en Macédoine du Nord, parce que le Skopje Federika 2 sera un peu le PCZ des Balkans, puisque dans la composition du vote, nous aurons 50% jury international, 50% public. L'appel à candidature a été ouvert et il reste au moins 6 jours avant qu'on pourra peut-être découvrir les 6 chansons qui participeront à cette sélection macédonienne. Gwen, tu voulais... Non, c'est Arthur, pardon, qui voulait en parler aussi un petit peu. Moi, je trouve ça super cool que le SCZ s'exporte dans d'autres pays. Oui. Et surtout vers des pays où ils n'ont pas forcément l'argent pour organiser une super finale nationale. Mm-hmm. Je trouve que le SCZ, je trouve que c'est un exemple de sélection nationale qui coûte pas très cher et qui est quand même gage de qualité pour les sélections. Et je pense qu'il faudrait s'attendre à en voir plus des sélections comme ça à l'avenir. Je suis complètement d'accord avec toi, en fait, c'est une excellente initiative. Je suis limite surpris que ça ne s'est pas fait plus tôt parce que, bon, je sais qu'il y a un certain nombre de pays en Europe qui n'ont pas forcément des budgets extraordinaires pour nous pondre à Melody Festivalen tous les ans. Et du coup, je pense que ça ne ferait pas de mal pour certains, plutôt que de se tirer une balle dans le pied et de dépenser des milliers et des cents à faire une grosse sélection et ne pas revenir l'année d'après, de faire des sélections en ligne. Parce que ça fait... Enfin, niveau budget, c'est assez intelligent et si les sélections, c'est-à-dire la liste des candidats est bien composée, c'est pas forcément en gage finalement de mauvais résultats ou de non-qualification, parce que justement la République tchèque nous a très bien prouvé qu'elle pouvait avoir de très bons résultats, et c'est arrivé par 2 fois je crois qu'ils finissent du côté gauche du scoreboard en utilisant cette sélection. Donc c'est une très bonne chose que d'autres pays qui, donc, comme je disais, n'ont pas forcément les moyens pourraient s'inspirer. On passe maintenant à la Roumanie qui du coup revient à une sélection elle aussi assez importante cette année, puisqu'on a pas moins de 45 chansons qui sont sorties, si je ne dis pas de bêtises, au cours des derniers jours. Et donc, le fonctionnement pour le moment, ce serait un vote en ligne qui permettrait de déterminer du coup quelles seraient les 20 chansons qui ensuite pourraient progresser donc pour la sélection, pour passer par la sélection d'un jury qui ensuite lui déterminerait les 10 meilleures chansons qui se retrouveraient donc en finale télévisée. Une finale qui aurait lieu le 5 mars prochain et du coup avec un résultat qui serait une combinaison des votes d'un jury et d'un télévote. Je ne sais pas si vous, du coup, vous avez le temps d'y jeter d'y jeter une oreille. Ouais, bon, en vrai, j'écoute Yareka parce que 45 chansons, ça me paraît beaucoup trop. Mais en fait, le seul nom qui m'a hypé, c'était César avec For Everyone. Certes, c'est joli, mais c'est une grave déception par rapport à sa masterclass It's My Love, qui avait fini 13e en 2013. Hein, qui avait fini 3e chez moi. Hein. Par contre, j'aimerais avoir une petite minute de silence pour le Try Dekete avec Time Time, qui n'a pas été retenu. Oui, malheureusement, parce que oui, effectivement, la chanson de Squeezie, donc avec son groupe qu'ils ont inventé pour leur challenge là, donc pour faire le meilleur hit des années 2000, ouais. Time Time donc a été soumis aux pré-qualifications de sélection nationale, mais n'a pas été retenu malheureusement. C'est très triste. On va passer maintenant à une information qui concerne le concours lui-même plus directement, puisque c'est la date de la répartition des différents pays en compétition dans les demi-finales qui auront lieu, qui a été annoncée. Donc cette répartition va se faire le 25 janvier prochain. Alex, je te laisse donner les détails. Merci. Donc effectivement, donc ça se déroulera le 25 janvier au Palazzo Madama. Donc, alors, me demandez pas exactement quel est le Palazzo Madama, si ce n'est que c'est un palais, comme son nom l'indique. Situé au nord de, donc à Turin, nord de l'Italie, mais ça vous le savez déjà.
Et donc, alors, du coup, je vais expliquer assez rapidement, mais avec un petit peu de détail, pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, cette cérémonie, puisque la dernière qui a eu lieu en 2020, vu qu'elle n'a pas eu lieu en 2021, vu qu'ils ont utilisé les mêmes pots, enfin la même répartition de demi-finale. Ouais. Alors, du coup, en fait, qu'est-ce que c'est que la répartition des demi-finales? Donc, en fait, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un tirage au sort qui permet de déterminer dans quelle demi-finale la quelques quarantaine de pays non finalistes concourra, donc c'est-à-dire soit dans la 1, soit dans la 2. Et pour cela, il y a un système de pots. Donc comment ça marche? Donc c'est basé sur le pattern de vote des pays dans les années qui ont précédé les années qui ont précédé, tout simplement. C'est fait pour faire en sorte que les pays qui sont tirés au sort aient moins de chances de tomber dans la même demi-finale et donc qui se donnent des points entre eux, donc pour que ce soit un petit peu plus juste. Donc, pour vous donner l'exemple, donc là j'ai en face de moi les pots de 2020 qui ont été utilisés pour 2020. Donc dans le pot 1, on a l'Albanie, l'Autriche, la Croatie, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Slovénie et la Suisse. Donc vous voyez qu'il y a un certain point commun entre ces pays. Pareil, notamment dans le pot 2, où on a l'Australie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède. Donc c'est très homogène. Ça l'est encore plus dans le pot 3, avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, Moldavie, etc. Oui. Justement, il y a des exceptions comme l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui sont dans le même pot alors qu'ils ne donneront jamais de vote entre eux. Justement, c'est pour ça. Ça ne prend pas en compte que les pays qui votent pour eux-mêmes, mais aussi ceux qui ne votent jamais pour eux-mêmes. C'est ça le délire. Et c'est ça qui est aussi intéressant à expliquer, à comprendre. Alors, ce qui est curieux, c'est que la RAI n'a pas annoncé qui allait présenter ça, sachant qu'ils avaient dit qu'ils allaient annoncer le nom du ou des présentateurs juste après le festival de San Remo, qui lui se déroule début février. Donc, est-ce que éventuellement, sans qu'on nous le dise, ce seront déjà les présentateurs prévus pour mai qui vont se charger de faire ça à la fin du mois? On le saura tout simplement quand on aura le nom des présentateurs officiels. J'imagine, oui. Et effectivement, et aussi il y a un détail que j'ai oublié de préciser, c'est que on aura aussi donc alors les pays qu'on appelle du Big Five, donc la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et le pays organisateur qui est le même que le Big Five vu que c'est l'Italie qui a gagné l'an dernier, c'est-à-dire l'Italie, seront aussi répartis. Alors, dans les demi-finales, mais pas en tant que pays compétiteur, mais comme pays votant. Oui. Donc, on aura du coup, ça veut dire que cette année, ce sera pas équilibré. On aura 2 pays du Big Five donc qui voteront dans la première demi-finale et 3 qui voteront dans la deuxième. Comme l'Allemagne en 2011. Exactement. Donc c'est la deuxième fois que ça arrivera dans l'histoire du concours. Mais voilà, donc normalement, d'habitude, il y a les 5 pays du Big Five plus le pays vainqueur. Sauf que cette année, forcément, comme j'ai dit, le pays vainqueur est un pays du Big Five, ce qui un petit peu change quelque chose, forcément. On va passer de l'autre côté de l'Adriatique, maintenant littéralement, pour atterrir au Monténégro, qui nous a annoncé cette semaine donc, que ce serait... Vladana Vucinic, 35 ans, qui allait représenter le pays donc à Turin en mai prochain. On a déjà le titre de la chanson qu'elle va interpréter, ça s'appelle Breathe, donc en français respire ou respirer, et donc elle devrait sortir, d'après ce qui est marqué sur Wikipédia, en février. Est-ce que alors la chanson est composée donc du coup par elle-même Vladana Vucinic et par Darko Dimitrov, qui est un nom qu'on connaît à l'Eurovision puisque il a été auteur-compositeur notamment de I'm Alive qui avait représenté l'Albanie en 2015 ou encore en 2018-2019 les chansons de la Macédoine du Nord et de la Serbie, dont Proud notamment, qui avait fait un très bon score
pour le meilleur score du coup de l'histoire pour la Macédoine du Nord. Donc on espère la même chose du coup pour le Monténégro cette année. Est-ce qu'on est content de cette nouvelle, Adil? Bon, après, j'attends de voir un peu la chanson. Par contre, ça peut s'appeler aussi Unforgivable pour la chanson de Vladana. Quant à Darko Dimitrov, il a aussi fait Shy de Arilina Hara, la chanson de 2020 pour l'Albanie. Ce sera une balade en anglais, bien entendu, et sortira fin février. Après, est-ce qu'il y aura peut-être des éléments traditionnels ou quelques mots dans la langue natale? On le saura en temps voulu. Mais bon, j'espère vraiment qu'elle saura nous surprendre et qu'elle pourra peut-être revenir en finale. Voilà, c'est tout. Arthur? Bah écoute, c'est un choix audacieux pour le Monténégro d'envoyer Une femme. Une femme en chanteuse seule. C'était pas arrivé depuis 2009 quand même. Donc c'est vrai, c'est vrai. Comment dire, hormis bien sûr toutes celles qui sont apparues en groupe, les filles d'Andy Moll, ou alors dans Nina Zizic pour Wussy. Ouais, Nina Zizic. Mais en tout cas, ouais, du coup, j'attends avec impatience cette chanson, Breath, donc cette balade un peu pop apparemment, dont j'en attends beaucoup parce que c'est mon pays favori à l'Eurovision. Et voilà, j'ai un peu à dire. Vraiment, j'aime bien le Monténégro, donc je voulais parler sur ce sujet. Voilà. Damien sera content. En gros, tu les attends au tournant, quoi. Ouais. Moi, je les attends dans la même. Non, mais je suis très peu objectif sur le Monténégro parfois, donc on va voir. Adil aussi, tu les attends au tournant, ouais. Après, moi j'ai beaucoup ce pays, mais c'est pas mon pays préféré. Genre, il y a la Turquie et l'Italie avant eux. D'ailleurs, ça n'a pas de grand rapport avec Vladana, mais si vous voulez, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a eu une interview récemment qui est sortie sur la chaîne YouTube de Wiwi Blogs, où Williams interviewe l'ancien chef de délégation monténégrin. Je trouve, et il dévoile beaucoup d'anecdotes sur la participation du Monténégro et notamment les raisons de leur retrait et tout. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, si vous voulez apprendre plus sur le travail de chef de délégation, pensez-y, c'est vraiment une vidéo très intéressante. On va maintenant changer de climat et monter un peu dans le nord de l'Europe, et plus exactement en Lettonie, avec les chansons du Supernova qui ont été à majorité, il faut le préciser, présentées donc cette semaine, mises en ligne par la télévision lettonne. Sélection donc Supernova 2022. Donc il y a 16 chansons en compétition qui ont été présentées depuis quelques jours. Et donc on a 10 autres chansons qui ont été présentées aujourd'hui et pour lesquelles on peut voter en ligne pour déterminer quelle sera donc la 17e chanson qui ensuite atteindra la demi-finale télévisée du Supernova 2022 qui devrait avoir lieu le 5 février prochain et la finale le 12. On a quelques retours parmi ces 16 candidats, on va dire même les 26 si on compte celles qui ont été mises en ligne aujourd'hui, et donc notamment Aminata dont tout le monde parle, avec un titre qu'elle a composé elle-même toute seule comme une grande, et pareil pour Marcus Riva, qui est là tous les ans, j'ai l'impression. C'est la carte de membre de Supernova. Exactement. Nous on a notre carte de membre OGAE, lui c'est la carte de membre Supernova. Et donc voilà, alors on a quelques personnes ici qui ont écouté les chansons vite fait. On pensait éventuellement faire une spéciale. Si par exemple vous avez 2-3 mots à dire sur ce qui semble sympa, intéressant, Adil. Eh bien, font-ils acte de présence ou rien de plus, ou se sont-ils remis en question après le bottom 1 de Samanthatina, qui s'appelle J'étais trop content, #chat. Bon, après, j'ai écouté ce creléton, eh ben, c'est vraiment pas ouf. Alors, parmi les noms les plus connus, je vais dire Aminata avec Adit Diogo, c'est pas ma cam malheureusement, mais en soi, ça reste potable. Et mon préféré, c'est Ziggy Zeni avec Eat Your Salad.
Je quitte ma race, cela dit, je sais pas si les laitons oseront propulser Sanois dans la compète, parce que paroles sont peut-être un peu tendancieux, si j'ai envie de dire. Et le reste, pas terrible. Parce que la plupart des musiques sonnent comme une démo, nécessitent un reverb pour les rendre plus compétitifs s'ils sont choisis plus rap. En vrai, Aminata me semble le choix normal, objectivement parlant. Et par contre, j'aimerais bien qu'il tente un peu Eat Your Salad, mais non, c'est un nouveau bottom track qui m'y attend si jamais ils choisissent ça. Gwen, Je rejoins un petit peu Adil, c'est pas non plus une super bonne sélection. J'ai l'impression que la Lettonie n'arrive pas peut-être à comprendre un peu leurs éliminations qu'ils ont eues les années précédentes. Je suis un peu déçu d'Aminata. D'habitude, Aminata, elle a un univers qui est un peu spécial à elle. Elle arrive à sortir des sons qui sortent de je ne sais où, qu'on n'entend jamais. ouais. Mais là, elle nous sort une balade un peu classique. Là, on l'a déjà entendu, je sais pas combien de fois. Enfin, personnellement, je m'attendais vraiment à mieux de sa part. Moi, il y a ceux qui m'ont un petit peu plus convaincu, c'est l'Europe Inspo. Mais après, vraiment, je rejoins ce qu'a dit Adil, je ne le vois pas pour l'instant en finale, je ne le vois pas aller trop loin dans la demi-finale. Très bien. Arthur? Oui, je me rajoute vite fait pour dire que, alors, comment dire, ça pourra déplaire à Adil ce que je vais dire. D'ailleurs, je trouve qu'il s'acharne un peu trop sur elle, mais je trouve ça dommage que Samantha Tinan en fasse pas partie. Parce que je trouve qu'elle a vraiment son univers à elle et j'aurais beaucoup aimé la revoir cette année. Même si, bon, je pense que là, elle est allée à l'Eurovision, ça lui suffit, mais elle a atteint son objectif. Mais non, j'aimerais beaucoup la revoir dans le futur. Et j'aimerais préciser aussi que du coup, il y aura un 17e candidat qui va se rajouter aux chansons de Supernova. Oui. Et il y a un vote en ligne qui est en train d'être fait en ce moment. Oui. Et dedans, je crois qu'il y a Samantha. Katrina Di Manta. Oui. Katrina Di Manta, pardon, oui, Katrina Di Manta, excusez-moi, je comprends. Dans Zemeniki. Oui. Que vraiment, j'adore ce qu'elle a fait. Voilà, elle a fait Mickey, elle a fait Heartbeat l'an dernier. Ah non, il y a 2 ans. Ouais, et franchement, non, vraiment, j'aime beaucoup cette chanson, j'ai hâte d'écouter sa chanson à elle. Mais voilà, d'ailleurs, je m'en poussais d'aller écouter les chansons de Letton ce soir, donc voilà, c'est cool. On va passer maintenant chez les voisins en Lituanie avec le Pabandom is Nojo qui a commencé samedi. Gwen, c'est toi qui es en charge pour la Lituanie. Là, je vais vous donner les résultats de la première, on va dire, premier quart de finale de samedi soir. Ouais. À la 6e place, avec 11 points, Elona Spoklaniewicz et sa chanson Someday, qui a fini quand même 2e du public, mais qui a très bien terminé au jeu, qui a même terminé à la dernière place. À la 5e place, on retrouve, j'ai la même 4e place parce qu'il y en a 2 qui sont à 15 points. C'est la chanteuse Marimo et sa chanson Get Up et le chanteur June avec Deadly. Ensuite, on trouve, alors c'est pareil, il y a deux chanteurs qui sont à la 2e place avec 16 points. Alors, il faut savoir que la chanteuse Urte Silagani et sa chanson Running Port a fini première du public et que Auguste Vedri et sa chanson Before You Six Under a fini première du jury. Et donc, oui, la première place du jury aussi, qui a fini à égalité avec Auguste Vedri. C'était la chanteuse Erika Jennings qui avait déjà représenté la Lituanie en 2001 à l'Eurovision. Elle chantait sa chanson Back to Myself, elle a fini donc première du vote général, malgré qu'elle ait eu que la 5e place. Ok. Après, si je dois donner mon avis général, c'était pas vraiment exceptionnel cette demi-finale, je m'attendais vraiment à plus de leur part. J'attends de voir les 2 autres quarts de finale pour vraiment donner mon avis, mais pour l'instant, je ne vois pas la chanson qui peut aller à l'Eurovision, ni même même se qualifier pour la finale. D'accord. Alors, on a l'impression qu'ils veulent commencer doucement un petit peu, quand même. À la base, j'ai vu qu'il devait être 12, mais je crois qu'il y a un groupe qui passera en second quart de finale, donc ils seront en 13 en second quart de finale. D'accord. Ils ne seront pas à 12. Parce que du coup, ouais, comme ils avaient annoncé 36 candidats, donc ça fera 11, 13, 12. Et ensuite, on aura donc, s'il y a 6 qualifiés à chaque fois,
ça fera 18 pour les demi-finales, donc ils vont faire 3 demi-finales de 6. Non, c'est pas ça, il y a 2 demi-finales en fait. C'est deux Ah oui, demi-finales pardon, de oui, 9, je mais il y dis, en a 4 qui se qualifient à chaque fois. je dis une bêtise, ouais. Donc 2 demi-finales de 9, exactement, j'ai mal fait mon calcul. Et, Et puis en fait, ils sont 8 en finale. ok, bah, espérons du coup qu'il y ait des chansons plus intéressantes à venir, parce que là même au niveau des résultats, on voit vraiment qu'il n'y a rien qui ait déchaîné les passions, parce qu'il n'y a aucune chanson qui ait atteint les 1000 télévotes en fait. C'est ça qui m'a étonné, là, celle qui est arrivée première Il du y a que télévote. pour la Galité qui a eu 800 votes et c'est tout. Ouais. Après, On est très loin des scores de The Roop l'année dernière, c'est certain. non, oui. Alors, j'ai pas eu le temps d'écouter non plus les chansons. J'ai juste écouté une seule chanson, c'est celle de Voldemort Peterson, parce que j'avais adoré sa chanson l'an dernier qui était I'll Never Fall For You Again. C'est celui qu'on appelait Voldemort sur Internet. De quoi? C'est celui qu'on appelait Voldemort sur Internet. Vraiment, son live, c'est vrai, c'était vraiment une catastrophe. Franchement. Alors cette année, il a tenté un truc très, comment dire, spécial. Ouais. C'est ça. On est d'accord, ça c'est vraiment moins bien que l'an dernier. Mais quand même, j'aime bien parce qu'il se prend pas au sérieux, il a son univers et tout, j'aime beaucoup. On va monter un peu plus au nord maintenant et en Norvège avec du coup la NRK qui a présenté les 21 chansons en compétition au MGP cette année. Donc ça a eu lieu cet après-midi. Alex, je te laisse faire la présentation et les détails de cette sélection nordique. Bien sûr, bien sûr. Alors, les chansons, du coup, les 21 chansons participant cette année au MGP, au Melody Grand Prix 2022, ont été donc révélées cet après-midi à 14h. Et, alors, je ne les ai pas toutes écoutées encore, j'en ai écouté une dizaine, mais je peux vous dire que cette année, on a de la qualité. Alors, peut-être pas autant qu'en 2021, je n'ai pas encore tout écouté comme je l'ai dit, mais personnellement, j'ai déjà écouté quelques trucs, et il y en a une ou deux qui m'ont vraiment laissé, genre, waouh. Mais ça, j'en reparlerai après. Quant aux détails de la sélection et des demi-finales, etc., on a aussi eu la répartition des chansons dans les demi-finales. Vous savez que le MGP, depuis 2020, possède plusieurs demi-finales, 5 en l'occurrence cette année, 4 plutôt, pardon, désolé. Et donc, du coup, on a, déjà, on va commencer par la première demi-finale. Donc, on a donc 4 chansons par demi-finale. On a Mia Craig avec We Still Here, Frode Vossel avec Black Flowers, Trofest avec Dance Like a Pink Flamingo, et Eline Noelia avec Ecstasy. Et d'ailleurs aussi, j'ai oublié de préciser, comme l'an dernier, on a aussi un finaliste. Donc vous savez qu'il y a des chansons qui sont déjà préqualifiées, une sorte de un peu comme le Big Five, mais Big Five de chansons, qui sont déjà qualifiées pour la finale du MGP. Et il y en aura une présentée par demi-finale. Et pour la première demi-finale, ce sera Elsie Bay avec la chanson Death of Us. Donc je ne vais pas dire toutes les demi-finales, mais on les verra au fur et à mesure des semaines. Par contre, du coup, on a aussi les finalistes qui ont été révélés. Avec, comme je viens de le dire, du coup, la première, donc Elsie Bay avec Death of Us. On a aussi Christian Ingebrigtsen avec Wonder of the World, chanson qui fait très tomlette d'ailleurs. Annalisa Kumuyi avec Queen Bees. North Kid avec Someone, et mon préféré, je pense, Subwoofer avec Give That Wolf a Banana. Certains d'ailleurs, on en reviendra peut-être après. On reviendra peut-être après sur ce duo improbable. Mais voilà. Donc du coup, personnellement, comme je l'ai dit un peu au début, je suis plutôt content de ce que j'ai écouté. Il y a une chanson qui en l'occurrence est une chanson qui est préqualifiée, donc en l'occurrence c'est Death of Us, que qui m'a vraiment impressionné à l'écoute. Ça faisait très, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur scène. C'est une sorte de ballade assez style, comment dire, pas opéra du tout, mais genre vous savez, assez extravagant.
une sorte de balade qu'on pourrait entendre dans un James Bond. Et personnellement, mais avec un style un peu plus assumé et moins mystique. Faut avoir ça. Enfin, il faut que vous l'ayez dans les oreilles parce que je suis très mauvais pour décrire les chansons. Mais voilà, écoutez-la et faites-vous votre propre avis. Mais effectivement, j'ai entendu des sites, notamment un site norvégien qui documente sur l'Eurovision et notamment sur les MGP, qui sur Twitter a rapporté que selon eux, donc selon un de leurs journalistes, une chanson parmi les 21 faisait contraste, du coup, dans le bon sens. Se détacher du lot. Je pense que c'est cette chanson parce que, genre vraiment, c'est l'une des seules de ce que j'ai écouté, c'est la seule dont je me souviens, l'une des seules dont je me souviens encore de la mélodie. Et voilà. Et sinon, je dirais que mon deuxième favori, c'est forcément Subwoofer avec ce duo absolument légendaire déjà, avec leur chanson Give the Wolf a Banana. À mon avis, alors il y a des théories déjà sur ce duo, certains qui disent que le duo Subwoofer serait en réalité Jost, sous une identité différente. Donc Jost qui a représenté la Norvège 2017. Voilà, en 2017, accompagné d'un chanteur dont j'ai oublié le nom, mais je vais tout de suite vous trouver. Il s'agissait d'Alexander Wallman. Voilà, exactement. Donc, une théorie dit que ce serait en fait ces deux personnes-là, sous une image de marque différente. Et franchement, ce serait pas étonnant du tout. Après, il n'y a pas que... Il n'y a pas que qui existent, hein, forcément. Mais voilà. Il y a beaucoup de gens qui se gavent derrière un costume cette année. Là. Il y a déjà Circus Mircus, qu'on suspecte d'être Nika Korcharov et Georgian Lolitas. Oui, voilà, Georgian Lolitas. Voilà. Je pense que c'est l'année des costumes cette année. Voilà. Il aurait pu manquer que Pony X soit aussi participe cette année, ça aurait été absolument incroyable. Le bal à Gaston d'Eurovision Édition. Voilà. C'est The Mask, c'est The Mask Singer, mais l'Eurovision en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. On est en train de se faire contaminer par The Mask Singer. Adil, je crois, t'as écouté quelque chose, non? T'en as écouté? Non, mais j'ai écouté un peu Recap en diagonale, mais ce que je retiens, évidemment, c'est Make the Wolf a Banana et Trollfest. Après, il faudra que j'écoute les chansons en entier si j'ai vraiment mes préférés. Hein. Alors, j'allais noter que pour un pays nordique, je suis assez étonné du taux assez faible finalement de retour à la compétition, parce que ça va, ils sont très ouverts finalement à la nouveauté entre guillemets, ou tout simplement ils cherchent vraiment ce qu'il y a de meilleur qui a été soumis et pas finalement des artistes qui avaient été avant et qui reviennent avec des nouveaux trucs, ce qui est intéressant. Voilà. Et, parce que là, par contre, je note un truc, c'est qu'il n'y aura que 2 chansons dans la langue native. Hein. Oui, ça a été noté, ça effectivement, ça a été relevé par des fans en ligne, que ça pour le coup c'est un petit peu dommage que sur les 21, il n'y en ait que 2 qui soient en norvégien, alors que, et ça on l'a répété des millions de fois, s'il y a bien quelque chose qu'on a appris avec le concours 2021 en regardant le top 5, c'est que c'est pas forcément judicieux d'avoir recours à l'anglais en permanence, quoi, parce que il y a des périodes comme ça où les langues nationales reviennent en force. Ouais. On termine avec du coup une info un peu plus légère, c'est les résultats de l'ESC 250, ce qui surprend pas et à la fois surprend, c'est Lauryn qui maintient de façon assez notable sa première place, puisqu'il y a quand même, on va dire, 3000 points, 2500 points à peu près de différence du coup entre elle et Maneskin, dont tout le monde pensait qu'ils finiraient par prendre la tête vu leur succès international depuis qu'ils ont gagné, mais ça n'a pas été le cas, ce qui laisse à penser que est-ce qu'un jour finalement quelqu'un réussira à la détrôner, ou est-ce que finalement les paroles de sa chanson Forever Till the End of Time se sont révélées prophétiques.
Et donc en deuxième position, on a le groupe Maneskin. Goa pour l'Ukraine est arrivé troisième, donc deuxième meilleure entrée de l'année. On a Duncan Lawrence et Arcade quatrième. Barbara Pravitt est rentrée en cinquième position du classement. Très bon score pour une chanson française. Meilleure chanson française du classement. Sixième position, c'est Fuego, Eleni Foureira. Septième, Kaino, Spirit in the Sky. Huitième, Mahmoud, Soldi. L'Espagne et Dime de Bête a fait une remontée fulgurante cette année puisqu'elle est passée de la 50e place à la 9e place. Et en 10e position, une deuxième chanson en français. Une bonne nouvelle, c'est Tout l'univers de Guillaume Stiers. Voilà en gros pour le top 10. Ensuite, pour les détails, moi, comme je vous disais, j'avais regardé donc, pour la France, on a 8 chansons parmi, je crois, les 63 ou les 64 de notre histoire qui sont rentrées donc, dans le top 250. Et il faut noter qu'après Barbara, la deuxième chanson est assez loin finalement dans le classement, puisqu'il s'agit d'Amina, le dernier qui a parlé. Elle aussi, du coup, de façon ironique, est arrivée deuxième, et donc elle est dans le top 250, 87e. Adil, du coup, tu voulais dire un mot là-dessus? Je veux dire, Toddy sans surprise, et même, il y avait même des chansons qui ont été, on pop avec surprise, avec le fameux troll. Ouais, il faut voter pour Maneskin, il faut pas voter ne serait-ce qu'un point à Laurine. Et on a eu Sébastien Tellier avec Divine pour France 2008, Jimmy qui a fait une remontée fulgurante pour les offres à l'espagnol, Kruna de Nevina Bozovic, Broyera de Fin des Sols pour l'Espagne en 2005, et plein de chansons vieilles auxquelles je suis pas vraiment fan. Hein. Arthur, Et d'ailleurs, dans mes votes, j'ai eu 7 sur 10. Hein. Dédicace à Maurice Tarcelor, Rambo et Hendrik. Vous n'avez pas démérité. Arthur? Alors, très honnêtement, ça va peut-être faire polémique ce que je vais dire, mais je ne comprends pas pourquoi Euphoria est toujours première de ce top. Il y a tellement de bonnes chansons qui sont sorties ces dernières années. Enfin, pour moi, Euphoria, c'est pas une chanson extraordinaire, c'est juste une bonne chanson. Je sais pas, je trouve pas. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi personnellement je trouve pas qu'elle soit. Il y a la nostalgie qui doit jouer, mais pas génial. Pas de là à ce qu'elle mérite d'être première des chansons de l'Eurovision. Ensuite, je voulais dire aussi que du coup, je suis très content du top 10 globalement. J'ai été très touché d'ailleurs par le fait que la Hongrie 2018 soit où Zlatniar soit arrivé assez haut cette année. Surtout après la mort de Earth Clovy. C'était en septembre, non? C'était l'été dernier, je crois, c'était cette année. Oui, c'était cette année. Cette année dans 2021. Et du coup, oui, il y a 6 chansons où j'ai été assez surpris dans le top 250 de les voir. C'est 5 chansons. Sébastien Tellier, ouais. de France 2008, que j'ai été super surpris de le voir et très agréablement surpris. Le Roussi, avec les grands coups qui se sont qualifiés enfin qualifiés dans le top 250, c'est génial. Otto Namze, qui est arrivé dans le top 250 sans prévenir. Carousel, pareil, incroyable. Et surtout, Midnight Gold qui arrive dans le top 250 après avoir été 251e en 2020, c'est un bonheur. Et enfin, j'aimerais terminer par dire que la Belgique 2011, qui est du coup With Love Baby, est la première chanson des années 2010 à recevoir 0 points. Oh. Et je dois vous avouer que ça m'énerve un peu parce que c'est ma 11e place, donc... Ah mince. C'est un peu bête. Ah bah oui, j'avoue. C'est assez incroyable. D'ailleurs, hormis le top 250, j'ai regardé un peu qui était le plus gros au niveau de la France. C'était 2015 avec Lisa Angel, n'oubliez pas, aka un peu la Madame Pavoshko du concours, ou que même quand Lisa se tient sa Savada Sabrade, c'est un peu la nouvelle trio à nous. Eh oui, elle n'aurait peut-être pas dû chanter la chanson, mais en vrai, une version alternative de l'hymne de nos campagnes.
Ah oui, et aussi j'ai oublié de dire que ça me fait beaucoup rire de voir chaque année Toy descendre dans le classement. Ah oui, ça c'est impressionnant. Hein. Ah ouais, C'est très agréable. Ouais, Non, mais personnellement, j'ai rien contre Toy, j'aime bien sa chanson, Aneta. Mais c'est très impressionnant de l'avoir dégringolé en tant qu'ancienne gagnante récente. Peut-être typiquement la chanson qui a mal vieilli. Bah, l'analyse que j'en avais faite, moi, parce que j'ai écouté le jour même, donc le 31, sur Twitter, c'est que j'ai l'impression que... Enfin, je parle de mon expérience, évidemment, de ce que j'avais vécu en 2018 pardon, et maintenant. J'ai l'impression que finalement, ce résultat reflète... parce que à l'époque déjà on sentait que la vaste majorité la vaste majorité, j'exagère un peu, mais la majorité des fans était vraiment beaucoup plus pour Chypre que pour Israël, et j'ai l'impression que justement maintenant ce qui se passe dans l'UFC 250 ça reflète à quel point finalement le pourcentage total parmi les gens, enfin parmi les gens total du télévote, le pourcentage de fans est faible. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a déterminé, je dirais, moi, au final, la victoire de Toy, c'est pas les fans, c'est la majorité des gens qui regardent le concours ce soir-là et qui juste ce soir-là, en fait. Oui, c'est là où on réalise que les fans sont très minoritaires, finalement. Ah oui, ça représente plus 1% des votants finales au public. 10%, en tout cas, c'est en demi. Hein. Gwen, tu voulais dire un mot aussi sur les résultats de l'UFC 250? Oui, je veux dire victoire sans surprise de Lorraine. Après, j'ai remarqué que Natacha Saint-Pierre et Sandrine François sont sorties du 250, ça m'a beaucoup déçu. Oui, moi aussi, pareil. Je trouve que elles font partie des plus belles chansons qu'on ait eues. Mais sinon, en plus, je pensais vrai pour Maneskin, je m'attendais pas à ce qu'il termine deuxième. Voire même Goa aussi, je m'attendais pas à ce qu'il finisse le troisième. Ouais. Sinon, non, après, bon, après pour le reste, c'est plus pour moi. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, ainsi s'achève du coup ce premier numéro de l'année 2022, qui est accessoirement le 59e numéro de l'ESC Made in France. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Adil, pour échanger tes avis, tes opinions. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci Alex. De rien. Et merci Arthur. Merci. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, et à vous abonner si vous avez aimé, et aussi à mettre des commentaires, parce que bon, là, ça commence à faire une saison assez chargée où il y a énormément de choses à discuter. Et donc, on se retrouve bien évidemment très prochainement pour un nouveau numéro avec plein de nouvelles informations et plein d'autres pays desquels nous parlerons donc des sélections. Voilà, à très bientôt, bye bye. Et salut. Bye bye. À ciao, bonsoir. Tac.